Salut, bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 8 de la saison 3 de Silo, disponible sur Apple TV+, épisode qui s'appelle Grey Goo, donc boue grise ou bouillie grise, qui fait clairement référence à cette menace qu'on attend de connaître depuis 8 épisodes, voire même 3 saisons en vérité. Épisode qui fait enfin un petit peu avancer les choses, qui confirme aussi une grosse théorie que j'avais eue la semaine dernière, et même quelques petites autres, j'en ai en tout cas l'impression, on va en parler évidemment dans cette vidéo, même si d'un autre côté la frustration est toujours quand même un peu présente concernant la chronologie du présent avec Daniel, Hélène et la construction des silos, même si enfin on a quelques réelles informations qui permettent aussi d'avancer sur certaines théories concernant notamment ce fameux plan du silo dont j'avais déjà parlé la semaine dernière par rapport à Stensen, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets la playlist de la saison de toute façon juste là. Mais avant de commencer, évidemment comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Là il ne reste plus que 2 épisodes, donc qu'est-ce que vous pensez que ça va pouvoir donner pour la suite? Est-ce que réellement les choses vont enfin se conclure, voire avancer un minimum? Parce que pour la conclusion ça va être un peu compliqué en 2 épisodes je pense, mais bon, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Puis évidemment, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, ainsi que le partage et le boost, surtout si vous êtes sur mobile, c'est vraiment très important pour le référencement, pour les statistiques, tout ça. Vous connaissez un petit peu la chanson, mais ça fait vraiment du bien et comme je vous disais la semaine dernière déjà, encore une fois un grand merci, puisque vous êtes toujours plus nombreux chaque semaine à regarder les reviews de Silo, donc j'espère que ça vous plaît et dans tous les cas, encore une fois, merci pour votre soutien. Et donc, nous, on est parti. Juliet, whatever you're going to do it now. There's a new world coming, and it's just around the... Donc, épisode 7 qui reprend légèrement avant la fin de l'épisode précédent, puisqu'on voit cette fois les événements, notamment du côté de Lucas et Kennedy, juste après cette fusillade faite par drone, même si maintenant on en a clairement, je trouve, la confirmation, vu qu'on a entendu vite fait au tout début de l'épisode, justement, on entend le buzz, la vibration des hélices d'un drone qui quitte la scène, et on voit à l'extérieur donc Kennedy et Lucas au sol, inconscient, enfin en tout cas c'est ce qu'a cru le drone, puisque Kennedy en vérité va bien et se relève, va chercher Lucas et il trouve Lucas blessé, donc avec une balle dans l'épaule, ce qui implique déjà pas mal de choses, notamment le fait que la radio est déconnectée. C'est pour ça qu'ils ont mis du temps avant de repouvoir parler au silo à la fin donc de l'épisode 6, où ils ont réussi à empêcher in extremis l'explosion et la mort de 1000 voire 2000 personnes à cause de l'invasion du poison du dernier recours. Et Kennedy du coup là pour une fois, malgré le fait, bon certes il vient de comprendre que dans tous les cas il pourrait pas aller se barrer et vivre Kumbaya à l'extérieur, puisque tout était mort et désertique. Du coup, dans l'adversité, au final, il se révèle quand même un petit peu héroïque et il l'aide à rentrer dans le silo. Les gamins viennent du coup alertés probablement par le bruit pour savoir qui veut rentrer, et ils utilisent justement le nom de Juliette pour pouvoir rentrer. Ils disent que c'est Juliette qui les a envoyés et tout, donc ça c'est vraiment très sympa. On voit que les gamins ont l'air de bien aller et on apprend à ce moment-là, notamment encore une fois une information très importante, c'est que comme le dit Lucas lui-même, il n'y a pas de poison, puisque s'il y avait du poison dehors, avec le trou que j'ai dans la peau et dans ma combinaison, je serais déjà mort. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a réellement un poison dehors? Ou est-ce que c'est un truc en vérité qui est contrôlé par le silo 1, comme les drones? Mais bon, les drones ils font du bruit de mitraillette, donc c'est pas ça. Mais est-ce que c'est des drones peut-être qui balancent du poison quand ils savent que quelqu'un va sortir? Est-ce que... je sais pas, mais dans tous les cas, il y a un truc qui pue, décidément, par rapport à cette histoire d'extérieur, entre, comme je disais, les gens du 17 qui sont sortis par milliers avant que d'un coup ils meurent, et là, le fait que Kennedy ne meure pas, clairement, il y a une douille, encore une fois, décidément, c'est la série des douilles, mais j'adore. Voilà, il y a quand même un truc qui cloche par rapport à ce poison, pas poison, et en même temps, c'était la toute première question que nous posait la série au tout début dans la première saison. On se rendait même fou à savoir, comme Kennedy au final, est-ce qu'il y a du poison, est-ce qu'il n'y a pas de poison, est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'on peut pas sortir? Rappelez-vous que moi à l'époque j'avais même envisagé le fait que c'était dans les combinaisons qu'il y avait du poison et non pas à l'extérieur pour faire mourir les gens justement quand ils sortaient pour nettoyer. Clairement c'était pas le cas, c'était une histoire de scotch, mais voilà, il y a clairement une douille depuis le début et j'ai très hâte de voir la conclusion. Peut-être que ça pour le coup ce sera une information qu'on aura dans cette saison, ce qui permettrait enfin d'avoir quelques réponses avant d'attaquer la saison 4 avec les grosses vraies questions du pourquoi, comment, quel est le but, quelle va être surtout la finalité. Est-ce que les gens vont réussir à sortir? Est-ce que au final tout le monde va crever au fond des silos? Est-ce que l'humanité a réellement été détruite du coup? Parce que s'il n'y a pas de poison dehors, est-ce que réellement il n'y a personne d'autre à la surface? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont survécu comme dans un film post-apo en gros? Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés qui se sont reconstruites surtout en 300 ans
S'il y a eu des survivants, il y a forcément et qu'il n'y a plus de poison à la surface, il y a forcément des villes qui se sont peut-être même reconstruites, tout ce genre de choses. Donc, à nouveau, énormément de questions auxquelles la saison 4 devra répondre. Et clairement, il faut se débarrasser un petit peu de certaines questions pour pouvoir avancer. Sinon, la saison 4, ça va être juste une liste de réponses. Mais malgré tout, je fais quand même confiance aux auteurs pour le moment, en tout cas. Même si j'entends bien qu'il y a pas mal d'inquiétudes de la part des lecteurs. Parce que voilà, tout ce qu'on voit par rapport au passé notamment, c'est le début du tome 2, de ce que j'ai compris. Et du coup, il reste beaucoup de choses à adapter. Mais de ce que j'ai cru comprendre aussi, ou ce qui me semblerait logique, c'est que certes, ils ont peut-être gardé ce début du tome 2 concernant cet arc narratif, mais le reste a l'air d'avancer quand même. Donc, et puis il va y avoir du raccordement forcément. Moi, je verrais bien, honnêtement, comme je vous l'ai déjà dit, un côté ellipse pour avancer et pour rattraper les événements en parallèle de ce qui se passera dans le silo et probablement des silos 18 et probablement dans le silo 1 en même temps, avec des flashbacks pour expliquer les événements qui auront été zappés justement de ce deuxième tome de l'histoire, notamment de Daniel, Hélène et tout, parce que là, il va falloir qu'on apprenne aussi des choses sur eux. Ok, ils nous ont présenté les personnages, mais bref, ça, Daniel et Hélène, j'en parle un peu plus tard, évidemment. Et donc, Lucas Kennedy rentre dans le silo 17. C'est génial parce qu'on retrouve, au-delà des gamins, on retrouve Jimmy. Et moi, j'adore Jimmy, vous le savez, depuis la saison 2, c'est un personnage que je trouve extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Ce côté petit garçon dans le corps d'un adulte, parce que il a jamais vraiment grandi, vu qu'il était tout seul depuis qu'il était gamin, enfermé dans le bunker. Puis l'acteur est vraiment très bon, il est vraiment très doué, rien qu'avec ses expressions, je trouve qu'il transmet une émotion folle. Et ça, c'est vraiment pour le coup une des forces de cette série, c'est son casting. Que même un Sims qui, par exemple, dans les premières saisons, avait ce côté très froid, très monolithique, presque en non-jeu, alors qu'en vérité, tout était justement dans le charisme de son personnage. Et maintenant, on a justement quelqu'un qui nous montre un petit peu ce qu'il a sous son armure, qui effrite un peu la surface. De la même manière que Bernard est excellent, bon évidemment tous les autres, Martha, Shirley et tout, ils sont vraiment très bons aussi. Camille est excellente, même les acteurs dans le présent, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, entre le Stensen à moitié barré, la sénatrice qui nourrit un petit peu cette bargitude, même Daniel et Hélène honnêtement s'en sortent très bien, donc honnêtement le casting est vraiment encore une fois des points forts de cette série et ça fait plaisir. Et encore une fois, moi j'adore Jimmy, donc je suis très content que mon petit chouchou, un de mes petits chouchous en tout cas, avec Juliette évidemment, reviennent dans la série, donc ça fait vraiment plaisir. On voit que, comme ils sont dans la bibliothèque du DIT, ils ont accès à plein de livres sur plein de connaissances et ils utilisent d'ailleurs ces connaissances pour soigner Lucas et aussi pour réparer la radio justement de Lucas. J'adore le moment où justement Jimmy a réussi à réparer la radio, il est tout content, on voit vraiment cette joie de gamin, genre « Oh j'ai réussi !» Il se faisait même pas confiance, comme il dit « C'est le livre qui a réparé, c'est pas moi » et tout, donc c'est vraiment très mignon. Et il passe la radio à Kennedy qui doit les contacter et là du coup on raccorde avec les événements de la fin de l'épisode 6 où Kennedy contacte Martha et Juliette pendant l'opération Explosion et qui réussit à y mettre fin. Donc c'est assez marrant de voir de son point de vue quand elle lui dit non mais tais-toi, c'est pas à toi qu'on parle, machin et tout, lui il est un peu choqué, machin. Et ensuite on a donc la suite de cette conversation qu'on n'avait pas eu dans l'épisode 6 où Juliette donc demande des nouvelles de Lucas, Kennedy galère un peu à parler en code, donc c'est assez marrant. Elle demande surtout des nouvelles des enfants et du député, enfin de l'adjoint James, à savoir Jimmy. Et quand justement les gamines entendent, notamment une des gamines entend, je crois que c'est celle qui avait eu le bébé dans la saison précédente ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop, mais voilà. Et quand elle entend Juliette, elle est vraiment ultra contente. En même temps, ils n'ont pas eu de nouvelles pendant plus de 3 mois. Ils avaient peut-être même, je pense, l'impression d'avoir été abandonnés au final parce que il y a beaucoup de temps qui se sont passés avant qu'elle vienne les chercher ou qu'elle envoie quelqu'un les chercher. Et surtout Jimmy, quand il lui parle, c'est encore une fois ultra émouvant. J'adore. Il est ému. Juliette aussi est émue. Moi, j'étais ému. Vous étiez probablement ému aussi. Donc c'était vraiment, ça fonctionnait extrêmement bien. Et Juliette, du coup, demande à Jimmy, encore une fois en code, d'aider Lucas et surtout Kennedy, puisque Lucas il est un petit peu en convalescence, d'enquêter sur l'origine du poison, sur en gros, puisque c'était sa mère à Jimmy qui avait bloqué le poison, et donc elle lui dit rappelle-toi de ta maman, ce que tu m'as raconté, il faudrait que tu expliques à machin ce qui s'est passé. Et du coup ils vont aller enquêter justement sur où est cette arrivée de poison, comment elle a été bouchée par la mère de Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé pour la mère de Jimmy. Et pendant ce temps, on a notamment Kennedy qui découvre justement un peu les secrets du DIT du 17 avec les reliques et notamment les photos de la nature, des animaux et tout. Et
Voilà, lui aussi est extrêmement ému puisque c'était un peu son objectif de vie depuis toujours de découvrir la vérité sur l'extérieur et sur ce qui s'y passait dehors. Et malgré le fait qu'ils avaient 2-3 reliques, là il y a vraiment le stock et puis surtout voilà, je pense qu'effectivement la nature c'est peut-être ce qu'il y a de plus impactant. Peut-être voir une ville aussi, voir une photo d'une ville gigantesque genre New York, même Atlanta ou quoi, une ville moderne avec tout plein de gens, des lumières et tout. Ça pourrait être aussi une image hyper choc, hyper impressionnante pour les gens qui ont vécu dans des silos toute leur vie. Mais déjà découvrir de la verdure, de la nature, des horizons, des animaux sauvages, etc. C'est aussi très puissant. Donc c'était plutôt pas mal à ce niveau-là. Et donc ensemble, ils vont aller au judiciaire et Kennedy, qui pour une fois, entre guillemets, va servir à quelque chose parce que comme il dit, il était peintre et il remarque qu'il y a un endroit, un espèce de sas autour duquel la peinture a été oxydée par la chaleur et donc il en déduit que ça a été soudé de l'intérieur et scellé. Effectivement, c'était le bon endroit et il trouve du coup le cadavre de la mère de Jimmy, qui en fait s'était enfermé à l'intérieur pour sauver tout le monde et qui s'était sacrifié. Et évidemment, Jimmy est extrêmement choqué parce qu'il n'avait même pas de nouvelles de sa maman, il savait pas trop ce qui s'était passé. Faut pas oublier que, encore une fois, c'est un enfant dans le corps d'un adulte, donc il est assez choqué par cet événement-là, mais il a un peu du mal à se faire à l'idée, il est un peu choqué, encore une fois, et Kennedy, en gros, il veut bouger les trucs, sauf que les gamins prennent sa défense, donc ça, je trouve ça génial, c'est vraiment le côté, c'est la famille. Jimmy, il fait partie de notre famille et tu vas pas faire un truc qui va embêter un membre de notre famille et lui faire du mal, donc ça je trouve ça vraiment cool. Et pour le coup, Kennedy il se met à paniquer, il va pas y arriver, il va pas pouvoir, il sait pas quoi faire. Lucas essaye d'ailleurs de le rassurer et comme il dit, Kennedy lui-même il est conscient d'être une fraude en fait, d'être juste un bullshitter, donc d'être un mec qui pipote, qui baratine pour que les gens le suivent dans ses délires. Et ben il lui dit, Lucas, fais pareil avec Jimmy, va lui parler, c'est ton talent de parler, donc va lui parler, essaye de le convaincre, machin, et du coup il va lui ouvrir son cœur. La scène d'ailleurs assez sympa, il lui parle de sa femme évidemment, qui était le vrai cerveau de la famille, du couple en tout cas, toutes ses envies de sortir, et surtout il lui parle de quand elle est morte, et il explique le rituel de deuil qu'il faisait, à savoir, voilà, on enterrait les gens dans l'endroit, dans la serre où on faisait pousser les fruits. On mangeait un fruit, la personne proche de la défunte ou du défunt mangeait un fruit et on plantait le noyau au-dessus du corps, comme ça, avec le temps, un arbre pousse, se nourrit du cadavre et les gens qui mangeront le fruit auront peut-être un jour la chance de sortir à l'air libre et que c'était une espèce de d'hommage, de cycle, de préservation de la mémoire et de continuité au sein du peuple du silo, en tout cas 18, on ne sait pas si c'est les mêmes traditions dans tous les silos, probablement que si, vu que tout est ultra codifié dans le pacte et compagnie. Mais moment aussi très émouvant, c'est que Jimmy nous explique que oui, ben lui, il n'a jamais connu personne qui est mort, il n'a jamais assisté à un enterrement, parce qu'il était gamin, et on n'emmène pas forcément les gamins aux enterrements, c'est pas ce qu'il y a de plus fun pour un enfant, et du coup il ne sait pas, il ne connaît pas ces traditions, mais Kennedy lui propose de faire la même chose que eux dans le 18, avec sa maman, et du coup ben, ça le touche. Évidemment il accepte, donc c'est très mignon. On voit pas la cérémonie, qui est presque dommage, peut-être qu'on la verra un peu plus tard, parce que pour l'instant il y a quand même une première urgence, à savoir identifier la source du poison pour sauver les 10 000, quasiment 9 000 et quelques, je me rappelle plus, habitants du silo 18. Et donc une fois que le corps a été emmené, Lucas rentre dans le sas qui a été ouvert où était le corps de la maman de Jimmy, et il découvre que le tuyau a été découpé, pour ne pas que justement il continue sa route jusqu'au bout, jusque dans le silo, et que par contre, ne pouvant pas réellement le fermer, le tuyau, elle a dû sceller la trappe pour bloquer le poison, mais du coup elle l'a bloqué avec elle et elle a fini par en mourir de fait de plus avoir d'oxygène, tout ça, parce que apparemment elle a pas pu tout finir, parce qu'elle avait bientôt plus de carburant dans son truc à souder, donc plutôt que de tout dépenser et de pas réussir à finir, elle a préféré souder la plaque. Donc encore une fois, elle a fait un énorme sacrifice. D'ailleurs, la façon dont Lucas lui dit ça, c'est que vraiment, je crois que c'est Lucas qui dit ça, que sa famille au final c'était des héros. Son père qui était chef du DIT lui a sauvé sa vie à lui en l'enfermant dans le bunker pour le protéger. Et de l'autre côté, sa mère, elle s'est sacrifiée pour sauver la totalité des habitants de leur silo. Donc encore une fois, c'est une très belle histoire, une chose à laquelle Jimmy pourra se raccrocher à nouveau par rapport à ses parents. Et à nouveau, il est extrêmement touchant. Il est extrêmement émouvant juste avec son jeu, parce qu'il ne fait rien quand Lucas lui dit ça. Il ne fait que sourire, avoir les yeux qui brillent. Enfin, voilà, encore une fois, du grand talent d'acting à ce niveau-là. Et pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Et donc voilà, au final, on n'a pas vu énormément de choses, mais juste avec Jimmy, moi j'étais totalement satisfait de ce qui se passait dans le 17.
Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, on a notamment Bernard et Juliette qui discutent des silos, de leur position notamment, et il va poser justement une question qui m'a mis la puce à l'oreille et qui mettra d'ailleurs plus tard la puce à l'oreille à Juliette concernant la même question que j'ai posée, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus, par rapport à l'orientation des silos. Est-ce que les silos, en étant identiques, sont réellement identiques, à savoir est-ce qu'ils sont vraiment orientés dans la même direction, ce qui ne semble pas être le cas, puisqu'encore une fois, en sortant du silo 18 et en marchant tout droit, on arrive au silo 17. Donc ils sont clairement pas tous dans le même sens, sinon on arriverait à un point au milieu, ou alors on arriverait au silo 1, donc voilà, et dans tous les cas, Juliette semble arriver à la même conclusion, donc encore une fois je suis plutôt content d'avoir entre guillemets pré-shot ce truc là, et surtout ce que dit Bernard à ce moment là, c'est que une fois que le tuyau sera bouché, et qu'on sera sauvé, enfin qu'ils seront saufs du dernier recours, là on va pouvoir discuter, notamment avec la voix, et ça explique du coup pourquoi... parce que ça vous avez été plusieurs à m'en parler, pourquoi on ne parle plus de la porte au fond du silo depuis la fin de la saison. Mais parce que justement c'est la voix qui est au courant qu'ils sont arrivés au fond du silo et tout, et la voix, s'ils continuent à enquêter, à essayer de forcer la porte ou à poser des questions, elle va déclencher le dernier recours. Donc d'abord on empêche le dernier recours, et une fois qu'on est tranquille, qu'on est à l'abri, là on va pouvoir un peu mettre la pression à la voix et lui poser des questions, surtout que de plus en plus, on a l'impression, en tout cas, qu'on veut nous faire comprendre, et je pense que c'est réellement le cas là-dessus, c'est que la voix n'est pas une intelligence artificielle, n'est pas un robot, c'est vraiment un individu derrière, puisqu'on l'a déjà vu faire preuve d'empathie, de compréhension, de psychologie aussi, même d'impatience. Donc voilà, clairement, moi j'ai très hâte de ça. Encore une fois, la question se pose de est-ce que c'est le docteur, parce que la voix en VF, c'est celle du docteur? Est-ce que c'est la voix de Daniel parce que la voix en VO ressemble? Pour le coup, moi vraiment, je trouve que c'est vraiment pas sa voix, ça y ressemble, mais dans les intonations et tout, c'est pas vraiment ça. Mais pourquoi pas qu'il soit devenu un peu froid ou que sais-je au fil du temps. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le docteur? Est-ce que c'est Daniel? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais dans tous les cas, il y a clairement un être humain de l'autre côté et il va y avoir de la conversation, de la discussion entre eux. Moi, je pense clairement que il y aura un moment, en tout cas si c'est pas encore le cas, où ce sera Daniel qui sera derrière l'écran. Parce que vraiment je vois ce truc là, ça fait plusieurs épisodes déjà que je vous en parle, mais je vois ce truc de Juliette d'un côté et Daniel de l'autre qui discutent et qui apprennent à se connaître, et Juliette qui va influencer Daniel, et peut-être que c'est là justement que ça provoquera des flashbacks en lien avec cette ellipse possible, et donc les événements en gros qui auront conduit Daniel à devenir la personne qu'il est aujourd'hui, à savoir un espèce d'enfoiré derrière un écran et qui est prêt à tuer des gens, à manipuler, à effacer la mémoire des gens pour le bien des silos. Et du coup, on aura peut-être les explications au compte-gouttes sur l'intermédiaire entre le passé et le présent, enfin en tout cas entre les événements qu'on voit là du présent et ceux du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc moi je verrais bien ça, je verrais vraiment bien ces deux personnages, parce qu'on essaye de nous poser Daniel aussi comme un personnage principal, donc les mettre en relation tous les deux et les voir s'influencer sans se voir, sans se rencontrer, même si un jour peut-être que Daniel allumera la webcam, qui sait. Mais je verrais bien ça, pour le coup, ça serait des plus intrigants et des plus intéressants en termes de narration. On pourrait avoir encore une fois des épisodes où il se passe pas grand chose, à savoir juste ils discutent, mais les discussions pourraient être extrêmement révélatrices, extrêmement palpitantes et parsemées justement de flashbacks, ça pourrait être très cool. Bref, mais là je m'avance peut-être un petit peu, je parle plus de ce que j'ai envie que de ce qui possiblement pourrait arriver, mais on verra bien. Et dans cette conversation toujours entre Bernard et Juliette, on apprend surtout, Bernard nous fait une révélation, en tout cas à Juliette, qu'il s'en veut énormément d'avoir suivi aveuglément et de s'être fait manipuler par la voix, notamment parce qu'il a dû empoisonner et tuer Marie Meadows, qui était une femme qu'il aimait. On l'a vu dans la saison 2 qu'ils avaient une relation, même si c'était un peu compliqué, mais qu'ils avaient eu une relation en tout cas et qu'ils avaient été amoureux à une certaine époque et qu'il était probablement encore malgré tout. Et il nous dit clairement que voilà, aujourd'hui, il est prêt à tout pour réparer ses erreurs, pour comprendre. Juliette d'ailleurs dit, et ça j'ai trouvé ça génial, encore c'est Juliette tout craché, je déteste ça, quoi, de ne pas vous détester justement alors que vous le mériteriez, mais en même temps je comprends que vous aviez pas le choix, que vous n'êtes pas si méchant et que là vous nous aidez, donc j'arrive pas à vous détester. On voit encore un peu l'honorabilité, la justice qui est dans le cœur de Juliette, et où elle en veut pas gratuitement aux gens. Même on voit avec Sims, elle tient à lui, elle était prête à abandonner le plan pour lui sauver la vie. Encore une fois, j'aime beaucoup le développement de Juliette, et c'est là justement après que grâce à cette conversation, Juliette va comprendre cette histoire d'orientation comme je le disais. Et surtout à la toute fin, quand on voit, quand Shirley va aller les prévenir que le plan s'est pas passé comme prévu, machin, tout ça, j'y reviendrai rapidement, mais c'est ce qui me fait dire que Bernard, il va faire un truc.
probablement dans le prochain épisode, et qui va probablement se sacrifier, peut-être pas se sacrifier réellement, mourir, mais peut-être se livrer, peut-être faire diversion, tenter un truc pour occuper Camille et peut-être même occuper la voix. Il va un peu bullshiter lui aussi, probablement mentir, faire détourner l'attention du vrai plan qui est de boucher les canalisations, peut-être même de faire libérer Sims et Juliette en échange de sa propre vie. Peut-être que justement ce serait symboliquement assez fort qu'il sorte nettoyé. Au final, ce serait à la fois triste pour le personnage, mais clairement, je le vois pas avoir droit, lui, à son happy ending, puisqu'il a quand même trop de poids sur les épaules et il est responsable de beaucoup trop de choses. Donc, je le vois pas aller jusqu'au bout, et c'est vrai que ce serait peut-être un beau final pour la saison 2, faire mourir ce personnage qui a été central dans l'intrigue et dans les dénouements, les décoincements, j'arrive pas à trouver mes mots ce matin, de l'intrigue concernant le poison, le dernier recours, la mémoire de Juliette, tout ça. Et vu qu'il faisait sortir des gens à tour de bras par pelleté dans les premières saisons, ce serait justice, j'ai envie de dire presque, qu'il en meure aussi, et pour le coup devant tout le monde. Et ça ferait un gros choc parce qu'à la fois il est toujours en vie et à la fois il a accepté de sortir pour nettoyer. Ça se trouve, il va peut-être même faire une dinguerie, genre il va enlever son casque devant tout le monde en mode ouais, bas les couilles, ou alors même il va... Enfin, je sais pas. Mais je le vois bien faire un truc assez marquant. Et le coup de sortir, c'est peut-être ce qu'il y a de plus marquant parce que t'as tout le silo qui te voit sur les écrans. Donc possiblement, ou alors il va juste se faire fumer par Camille en secret parce qu'elle voudra pas assumer qu'il était toujours en vie et qu'elle a menti et qu'elle-même s'est fait avoir. Voilà. Mais j'avoue que ce serait triste de le faire disparaître dans l'oubli, plutôt que, même si la mémoire reste un élément important de la saison et que ça pourrait être justement l'ironie. Il meurt dans l'oubli, mais les autres vont devoir faire perdurer sa mémoire. Et donc, le poison aussi de la mémoire va être l'enjeu. Que pareil, il parle aussi, je crois, à ce moment-là, du fait de, une fois que le dernier recours sera arrêté, on pourra réallumer le truc de filtration de l'eau et empêcher que tout le monde devienne amnésique et reprendre un petit peu notre vie à ce niveau-là. Et donc ensuite, par rapport aux informations qu'ils ont obtenues de Jimmy, Lucas, Kennedy, tout ça dans le silo 17, on a notamment Shirley qui met en place un plan, une meilleure méthode que celle qui avait été mise justement dans le silo 17, puisque quelqu'un en était mort et ça c'était pas forcément la conclusion qu'on veut voir. Et du coup, elle met en place une meilleure méthode pour bloquer le tuyau, à savoir le pincer. Donc on n'a pas besoin de l'ouvrir, du coup on peut le sceller sans l'ouvrir. Et de le sceller en plus, j'imagine, enfin bref, elle parle de triple sécurité, donc probablement le pincer, le souder et ensuite couper le tuyau après le pincement et la soudure. Et comme ça, du coup, on est blindé. Sauf que comment on va faire pour y aller, parce qu'il faut des grosses machines qui font du bruit, qui soudent et tout. Je sais plus qui dit qu'il faut, il va falloir pipoter pour faire croire que c'est juste le suivi de ce qui a été fait dans l'épisode 6 en termes de maintenance, tout ça. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, puisque l'ancienne adjointe, la copine de Kennedy qui est envoyée pour justifier tout ça, elle fait passer un code. Elle parle de Ralph Melville, qui au final était le sujet d'une enquête qu'elle avait fait à l'époque avec Juliette, quand Juliette était shérif, pour faire comprendre à Juliette justement que c'est un piège et qu'en fait les gardes, notamment celles qu'on a vues à la fois aider mais pas trop aider, qui étaient notamment en charge des caméras, tout ça avec Billings quand elle lui a montré les caméras, en fait ils sont en embuscade entre guillemets dans le judiciaire et ils attendent ceux qui vont venir et ils vont les arrêter. Et du coup Juliette comprend le message, donc elle prévient Shirley et elle l'envoie, elle la laisse fuir en lui disant va prévenir les autres et trouver une autre solution. Et de son côté, elle y va. Parce que voilà, il est temps de confronter la réalité, de confronter Camille, de se confronter au réel. Et donc, elle va se faire arrêter et elle se retrouve notamment en cellule avec Sims. Donc voilà, les copains sont réunis. Et Camille, la seule chose qu'elle trouve à lui dire, c'est tu as fait ton choix, donc voilà, t'es emprisonné, machin. Donc Camille, elle a décidément beaucoup de mal à avancer un petit peu. D'ailleurs, de son côté, on a plusieurs petits moments avec Camille dans cet épisode où on la voit d'abord discuter avec la voix. Elle est épuisée, elle s'est encore une fois fait convoquer en pleine nuit. La voix lui explique que les cadavres de Lucas et Kennedy ne sont plus à l'endroit où ils étaient. Les drones ont probablement refait un passage au lever du jour pour vérifier et ils ne sont plus là, donc ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le 17. Du coup, c'est un petit peu la panique. Camille aussi, ce qui est cool, c'est qu'elle commence à parler un peu durement à la voix en lui disant non mais c'est bon, au bout d'un moment tu ne peux plus me mentir tout le temps et me cacher des choses. Si tu veux que je pose des questions et que je comprenne ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de chercher, dis-moi comment dans le 17 ils ont empêché le dernier recours. Et c'est pour ça que du coup la voix lui dit
et qu'elle place ses gardes pour surveiller le judiciaire, pour empêcher que justement ils aillent boucher le tuyau. Donc jusque là ça fonctionne plutôt bien je trouve en termes de timing et en termes de cohérence. Et on a découvert justement à ce moment-là que pour le coup Sims était toujours emprisonné, on n'a plus l'infirmière, donc est-ce que finalement l'infirmière est morte ou est-ce qu'elle est juste dans une autre cellule, ou alors est-ce qu'on l'a pas vue et qu'elle est là et qu'elle va être avec Juliette et Sims du coup à la fin de l'épisode. On a Camille qui d'ailleurs va le voir essayer un petit peu de lui tirer les vers du nez puisque c'est à lui qu'elle pose les questions en premier. Et lui, la première chose qu'il fait, ça, je trouve ça cool, encore une fois, c'est cohérent avec l'écriture de son personnage, c'est qu'il demande des nouvelles de leur fils. Il va bien apparemment, il n'a pas encore les symptômes de l'amnésie, puisque voilà, Camille, elle est assez vigilante là-dessus, elle surveille, mais il n'y a pas encore tout ça, ça prend du temps. Et Sims, c'est très drôle ce qu'il dit sur son fils, il dit « Ouais, mais de toute façon, ce gamin, il est 90% jus de fruits, donc ça va mettre du temps vu qu'il boit jamais d'eau. » Donc jusque-là, c'est cohérent, je trouve, ça fait encore une fois référence à ce qu'il a dit dans l'épisode précédent, il me semble, quand il leur a dit « Ben voilà, l'eau a été contaminée, donc... » buvez autre chose que de l'eau pour ne pas vous faire effacer la mémoire et tout, donc ça je trouve que c'est plutôt cool, et tant mieux que le fils n'ait pas déjà commencé à perdre la mémoire, ce serait triste, Sims n'arrête pas de se battre pour ça, et si malheureusement son plan, en tout cas la conclusion de cette intrigue, arrivait après le fait que Anthony ait perdu la mémoire, ce serait quand même très triste pour eux, et ça laisse aussi sous-entendre, je pense, par rapport encore une fois à comment leur relation évolue à tous les deux, à Sims et Camille, c'est, enfin à Robert et Camille, parce que Camille est aussi une Sims, qu'il y a encore un espoir, surtout que là elle commence à rentrer dans l'art un petit peu à la voix et tout, je me dis qu'il y a encore peut-être un espoir qu'elle change de camp, peut-être justement quand elle verra les premiers symptômes de son fils qui perd la mémoire, elle va pas supporter de se dire finalement non je ne peux pas accepter que mon fils perde la mémoire, peut-être même que c'est elle qui va faire réactiver le truc de filtration sans le dire aux autres et en vérité il y aura plus ce souci là, même si nous on croira que c'est toujours le cas peut-être. Donc je sais pas, j'ai encore l'espoir pour Camille, honnêtement, je vous l'avoue. Et du coup, elle parle du plan de Juliette à Sims, elle lui dit mais pourquoi Juliette elle voulait aller dans le silo 17, elle a parlé d'enfants. Et Sims dit ben, parce que c'est des enfants tout simplement, sois un peu humaine ma chérie. Donc évidemment elle le prend presque un peu mal, j'ai l'impression en mode oui non mais je sais évidemment mais il y a forcément quelque chose d'autre derrière, pourquoi elle a envoyé Kennedy et Lucas et pas deux randoms ou même des soldats ou que sais-je. Et Sims du coup lui dit non mais c'est bon, j'en ai marre, je ne t'aide plus parce que tu t'égares, tu pars trop loin et donc j'arrêterai de t'aider et tant pis si je dois le payer, mais je ne ferai pas en sorte que tu deviennes d'un côté un monstre, en tout cas je ne t'aiderai pas à devenir un monstre, et d'un autre côté je ne t'aiderai pas à tuer probablement des milliers de gens ou parce qu'on a découvert que l'un allait avec l'autre, effacer la mémoire de tout le silo, donc je ne t'aide plus, je boude, voilà, va chier. Et ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Et du coup, de l'autre côté, on a Shirley qui va prévenir tout le monde, ils vont devoir continuer sans Juliette, et c'est là que Bernard, clairement à la toute fin de l'épisode, moi je sens que oui, il va faire un truc. Il a l'air déterminé dans son regard et tout, donc ce que je disais, probablement se sacrifier. Et juste avant ça aussi, on avait eu la petite conversation, évidemment, on a enfin eu le fin mot de cette histoire aussi, c'est que Juliette a enfin compris qu'elle était enceinte, avant au moment où elle allait emmener Shirley justement au judiciaire pour lui faire souder le tuyau. Elle capte que Shirley est enceinte et elle lui dit mais pourquoi tu me l'as pas dit quand même, on est copines, machin. Et Shirley elle explique que c'est parce qu'elle avait peur d'être mise sur la touche par rapport au plan, alors que Juliette c'est même pas le souci. Juliette elle respecte totalement sa copine et elle sait qu'elle est compétente et que c'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle ne l'est pas, donc ça c'est plutôt cool aussi. On voit on a les copines qui sont vraiment de retour, je trouve, à ce moment là on a vraiment cette ambiance. Elle demande notamment est-ce que Knox est le père, l'autre dit ben oui c'est lui, comment vous avez fait, ben il a volé des anesthésiants et un peu de matériel chez le dentiste et il m'a enlevé l'implant lui-même et il a pleuré comme un bébé parce qu'il avait peur de me faire mal et tout alors que moi j'ai rien senti machin. Donc c'est très mignon, en plus ça fait un peu bon, déjà on a les deux copines entre guillemets qui se moquent très gentiment pour le coup, mais qui parlent voilà un petit peu du copain de l'une d'entre elles, donc clairement on est sur la relation de copines, vraiment, même dans le monde réel, ça se passerait plus ou moins comme ça, dans des circonstances identiques. Et en même temps, ça donne un petit peu le côté nounours de Knox, parce que c'est vrai que depuis le début, on nous le présente toujours comme étant le mec bourru, viril, masculin, machin et tout. Et en vérité, bon déjà, Shirley, elle a tendance à le dominer un petit peu, hein, comme elle lui avait dit, genre si tu parles, je te quitte et tout, et ton bébé, tu le connaîtras pas, machin. Donc on sent que Shirley, elle tient un peu aussi la culotte dans le couple. Mais là, de montrer ce côté vraiment doux, attendrissant, et à quel point il tient réellement à Shirley, au point de même pas réussir à lui faire une petite entaille, à la blesser, tout simplement, physiquement, malgré le fait que ce soit pour leur bien, pour fonder une famille et tout. Donc j'ai trouvé ça très mignon, ça marche très bien. Et justement, on a donc cette intrigue par rapport à Knox dans le silo qui rejoint celle de Billings enfin, puisque Knox va voir son père, qu'il a retrouvé donc son identité, sa nouvelle identité et l'endroit où il vit.
il le confronte, il lui demande qu'est-ce qu'il a fabriqué pour le gars des mines, s'il est complice des vols. Son père, c'est clairement un gros con. Et Knox lui colle une énorme droite. C'était assez jouissif, surtout pour lui, je pense. Et ensuite, il ramène donc le shérif et Hank chez son père, qui vont essayer un peu de le cuisiner, tout ça. Et malgré le danger vital pour le silo que lui annonce le shérif Billings, par rapport au vol des ampoules et tout, l'autre, tout ce qu'il demande, c'est l'immunité. Donc vraiment, c'est une tête de con. C'est vraiment un mec égoïste, égocentrique et tout. Knox avait largement raison concernant ce personnage, concernant son père. Et il raconte juste qu'en fait, un jour, quand ils étaient dans les mines, il était avec, il picolait, je crois, avec Harwood, donc le chef des mines, le père de Glenda. Et un soir, bourré, il a eu une idée folle, il a parlé d'un truc, et quelques temps plus tard, Harwood lui a demandé de le construire et de le dessiner en échange de justement cette nouvelle vie, se faire passer pour mort et lui donner une nouvelle identité. Et là, ça rejoint encore une fois cette théorie que j'avais eue la semaine dernière et qui s'avère finalement être vraie, comme quoi, mine de rien, je m'envoie un peu des fleurs. Mais pour le coup, je trouve que sur cette saison, on est plutôt bon en termes d'anticipation, même s'il y a autant, je pense, de réussite que d'échecs, si on met tout en perspective, mais voilà, quand même plutôt content, puisque c'est bel et bien une histoire d'ascenseur. Et en gros, le gars, il était ingénieur, et un jour, il a eu l'idée d'un ascenseur, puisque le concept n'existe pas dans les silos. Donc en gros, le gars, il a inventé les ascenseurs, et Harwood a voulu en mettre un en place. Donc ils vont en parler, le shérif, Knox et tout, à la chef des fournitures, la meuf de Martha. Ils vont trouver l'ascenseur vraiment dans les fournitures, donc ils se sont vraiment pas emmerdés, ils ont placé ça vraiment à la source, histoire de pas faire de détour. Donc là, clairement, on a la complicité de Glenda, qui était à l'époque l'ombre des fournitures, donc c'est elle qui a vidé peut-être l'espace des fournitures pour que personne voit le creusage de l'ascenseur, tout ça. Évidemment, on a eu le Harwood là qui nous disait oui, mais j'ai fait ça pour le bien du silo, parce que quand la rébellion a commencé, j'ai volé les ampoules parce que c'est des fournitures critiques et j'avais peur que quelqu'un vienne piller les fournitures et tout. Ouais, sauf que pour creuser déjà le tunnel de l'ascenseur, vu le nombre d'étages qui passent et tout, ça a pas mis une semaine. Donc t'avais clairement prévu ton coup longtemps à l'avance, donc essaye pas de nous la faire à l'envers, espèce d'enfoiré, et surtout t'as commis un meurtre, donc ça c'est impardonnable pour le coup, mais malgré tout, je pense que ça va être utile et que là, enfin, les deux intrigues vont se rejoindre. Celle d'un côté avec Juliette, Shirley qui cherche justement à boucher le tuyau et du coup là le gars des mines qui tiennent à présent par les balls puisque ils ont clairement tout ce qu'il faut pour le faire condamner, même s'ils vont probablement garder secret cette histoire d'ascenseur et ne pas le révéler à Camille. Ce serait trop facile, enfin ce serait absurde de révéler un tel outil qui pourrait leur servir à Camille, et à l'inverse, peut-être que justement, par rapport aux mines, il y a peut-être moyen de faire creuser un tunnel jusqu'à l'arrivée du tuyau et pas avoir à passer par le judiciaire, mais directement aller chercher par les mines et tout. Donc clairement, ça y est, les intrigues coïncident et on comprend pourquoi, même s'il y a évidemment toujours cette question de où sont passées les ampoules, à quoi servent-elles. Après, vous avez été nombreux à me dire que possiblement, les ampoules auraient servi soit à être vendues à un autre silo qu'ils auraient contacté à travers les mines, soit carrément tout simplement à éclairer un tunnel qui mènerait on ne sait où et possiblement à un autre silo. Et j'entends l'argument, j'avoue que c'est intelligent, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que pour moi ce serait trop, j'en ai parlé après avec vous en commentaire à l'écrit, mais je pense que ce serait un peu trop game changer s'il y avait déjà des gens de deux silos différents, outre autres que Jimmy du 17 et compagnie et Juliette, qui seraient déjà en contact. Surtout s'il y avait en plus un espèce de business, marché noir entre eux. Ce serait un peu trop game changer que ce soit connecté. Donc pour le coup, j'arrive pas. Cette idée me plaît pas trop, même si en vérité ce serait une révélation de dingue. De se dire, waouh, c'est ouvert, ça se trouve, ça pourrait même être, bon, vas-y, on évacue tout le monde du silo, on les envoie tous dans le 18, ou à l'inverse, on fait venir tous ceux, enfin, pas dans le 18, dans le 19, et à l'inverse, on les fait tous venir, ou alors ça se trouve, c'est avec le 17 qui se sont connectés, et comme y a plus personne, ils s'amusent juste à piller des trucs, et ça change rien fondamentalement au concept, mais peut-être que les enfants et Lucas vont pouvoir revenir par ce tunnel-là. Pour le coup, ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, j'y pense là en direct, et ça pourrait être pas une mauvaise idée parce que justement s'ils repassent par dehors, ils vont à nouveau se faire attaquer par des drones et là pour le coup les drones ils vont tout faire pour ne pas leur laisser une seule chance de survie. Ils vont peut-être même les bombarder vu que le silo de toute façon il est vide. Ils vont balancer des bombes, j'en sais rien ce qu'il va faire le silo 1, mais clairement ça va être compliqué pour eux de rejoindre le silo 18 s'il n'y a pas une autre méthode. Donc on verra. Peut-être que justement une fois que le dernier recours aura été coupé, peut-être qu'en passant par la porte d'en bas, il y a moyen de connecter les silos. Sauf que le silo 17 est inondé, donc ils n'ont pas accès à la porte du bas. Donc dans tous les cas, cette idée
ne colle pas, désolé. Puis après, rapidement, on voit Billings donc se rapprocher de sa femme. Il parle du fait que voilà, l'un n'était pas pour l'autre dans les deux cas, parce que voilà, elle a eu peur pour Lucas et Kennedy quand elle a appris qu'ils étaient morts. Lui, il a enquêté sur des dingueries, il a appris des dingueries, mais en même temps, elle n'était pas là non plus pour le soutenir. Ok, bon là j'avoue que pour le coup le couple Billings c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, en tout cas peut-être que ça va amener à quelque chose, mais j'en suis pas ultra convaincu. Et ensuite on arrive enfin un peu dans ce présent qui avance un petit peu, encore une fois pas vite mais qui avance, parce que là pour le coup on a eu pas mal de révélations. Donc on a l'équipe qui arrive proche des silos, comme on a vu justement à la fin de l'épisode où ils approchaient en hélicoptère. On voit là à quel point la foreuse elle est mais titanesque. Elle est vraiment gigantesque, et puis ensuite ils vont dans une espèce de petite maison parfaite à proximité, maison de campagne avec les petites barrières blanches, tout ci, tout ça. On dirait la maison de Clark Kent, de Martha Kent plutôt. Bref voilà, ils se font un petit repas dans le patio, dans la véranda, machin. Bon ok, on dirait qu'il y a vraiment zéro urgence, comme s'ils parlaient de la pluie et du beau temps alors qu'ils sont en train de parler de la fin du monde, mais pourquoi pas. Et là Daniel dit enfin des trucs utiles qu'on avait tous plus ou moins préchotés à ce niveau-là. C'est le fait de tout simplement utiliser 50 foreuses pour creuser 50 silos. Surtout que nous, on avait déjà l'information comme quoi les foreuses, elles étaient au fond des silos, et qu'ils avaient construit les silos par-dessus plutôt que de les sortir des silos et recommencer. Et donc, du coup, c'est ce qui va expliquer le pourquoi, au final, ça va probablement pas durer 5 ans comme ils avaient prévu, mais beaucoup moins longtemps, parce que Daniel, justement, a débloqué le truc avec quelque chose une information logique, entre guillemets. On apprend aussi que le silo c'est pour stocker des graines, donc évidemment Hélène, toute candide qu'elle est, toute gentille, à pas voir le mal, elle imagine des graines comme c'est au Svalbard je crois, la réserve mondiale de graines où il y a toutes les graines quasiment de la planète qui sont stockées pour cas d'apocalypse, pour pouvoir avoir une préservation de toutes les espèces végétales du monde. Sauf que non, c'est des graines humaines pour repeupler la planète. Mais la repeupler après quoi? C'est quand même très étrange. Et du coup Stensen nous parle des menaces, il explique que voilà, il y a plein de menaces possibles évidemment. La guerre nucléaire, les virus, l'intelligence artificielle qui leur a fait faire un avant-goût justement avec la voiture, et en plus il ose dire oui mais c'était pour vous faire peur, pour que vous compreniez à quel point c'est facile de vous tuer. Oui, ok, en même temps on a déjà eu la menace de la bombe sale il y a pas longtemps qui était elle aussi un mensonge, puisqu'en vérité la plus grosse des menaces pour lui, et c'est étonnamment sa spécialité à lui, c'est la nanotechnologie, et du coup ils expliquent qu'en fait l'histoire de la bombe sale n'était pas vraiment une bombe sale mais une couverture pour cacher justement un truc par rapport à la nanotechnologie, etc. Bref, en gros, il y a plein de menaces, et lui, il est convaincu qu'il y aura un moment, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 3 ans, 10 ans, où l'humanité va s'autodétruire avec ses armes toujours plus puissantes. Il parle notamment du fait que la nanotechnologie, ça coûte rien du tout. Avec 300 $, on peut fabriquer un nanovirus, alors que fabriquer une bombe atomique, c'est vachement plus compliqué, et qu'il en faut beaucoup pour détruire la planète, alors que la nanotechnologie, voilà. Et que donc il ne sait pas laquelle de ces menaces détruira la planète, mais lui s'il devait parier, il parierait sur la nanotechnologie, donc pourquoi pas. Et ils expliquent aussi que si jamais un jour le projet des silos leak, et d'ailleurs ils ont même l'air de dire qu'ils vont faire en sorte que ça leak pour contrôler le narratif, en même temps c'est le meilleur moyen de contrôler justement le narratif, c'est de contrôler aussi les leaks et de savoir quand ça va leaker pour avoir tout de près, les images, le discours, les démentis, ce genre de choses, et que ce sera juste une folie d'un riche de Stensen qui est complètement barjot et qui a la folie des grandeurs et qui du coup dilapide son argent pour un projet totalement dingue, mais voilà, rien de trop grave parce que il est dingue et qu'il y a en vérité le gouvernement et tout ça n'est pas du tout associé à lui, et comme ils le disent, on ne veut pas s'en servir. Et là le coup du on ne veut pas s'en servir, je suis désolé, je sais pas si c'est votre cas mais moi ça m'a vraiment fait tiquer. On veut pas s'en servir mais on va le faire. Donc, est-ce qu'en vérité, on n'a pas envie de s'en servir, et est-ce qu'on va pas provoquer le truc? Moi, c'est vrai que je vous en avais parlé déjà justement la semaine dernière par rapport à Stensen, qui pour moi était le fondateur du silo. Et je me dis, est-ce qu'en vérité, c'est pas lui qui, une fois qu'il aura terminé son projet des silos machin, il va pas soit leur mentir et leur faire croire qu'il y a une dinguerie, et du coup les faire tous venir dans les silos et les enfermer alors que derrière il ne se passe rien, et ensuite utiliser peut-être justement sa nanotechnologie pour faire croire et pour justement détruire les environs des silos. Ça se trouve c'est peut-être même ça, on remarque la nanotechnologie qui leur sert de poison pour tuer les gens qui sortent des silos, et que c'est pour ça que justement mon souci avec le silo 17 et la blessure de Lucas, comme je disais au tout début de cette review, soit ils vont faire encore plus des dingueries, mais je sais pas pourquoi je me dis qu'en vérité, la douille finale, ça pourrait être, ça ce serait quand même très drôle j'avoue, qu'en vérité quand ils vont tous sortir des silos, ils vont se rendre compte que le monde autour n'a pas changé. Et ça, j'avoue que ce serait la douille ultime. Ouais, ce serait peut-être un peu dur à avaler,
Mais voilà, mais en tout cas le fait qu'il y ait des gens à la surface qui soient vivants, c'est un truc qui me semblerait de plus en plus logique par rapport aux informations qu'on a, encore une fois, à la condition qu'il n'y ait pas réellement un poison à l'extérieur. Mais encore une fois, tout le temps à prouver que c'est pas réellement le cas. Et justement, on nous parle de l'histoire de l'Iran avec la mission de Charlotte, où en fait le nuage, donc ça j'avais bien pré-shot pour le coup que le nuage au tout début, c'était bien une arme fabriquée par l'Iran pour protéger l'Iran et que c'est pour ça que c'était au-dessus de leur espace aérien et que ça avait du coup détruit leurs avions, et qu'en vérité, la mission avec les avions, c'était juste une diversion, parce que le vrai plan, donc ils les ont envoyés clairement à la mort pour s'en débarrasser chair à canon, quoi, parce que le vrai plan, en fait, c'était qu'il y avait un tunnel qui était creusé de je sais pas combien de kilomètres pour détruire le labo de nanotechnologie de l'Iran avec une bombe nucléaire. Donc en vérité, les avions ont réellement été sacrifiés, les pilotes ont été sacrifiés, Charlotte, heureusement, a survécu, mais elle a quand même perdu sa mémoire. Pourquoi, encore une fois, alors qu'on lui révèle la vérité, lui effacer la mémoire, ils auraient pu tout simplement lui faire signer dès le début un NDA et c'était terminé. Mais non, ils lui ont détruit la mémoire, donc clairement ça sent le cobaye en vérité, le test pour l'utiliser dans les silos. Et là on avait une cobaye toute désignée dans la personne de Charlotte, donc je trouve que c'est de moins en moins humain ce qu'ils font à Charlotte, mais bon voilà. Et on a notamment Hélène qui craque de par son esprit de justice justement, qui leur dit ouais mais du coup ils étaient sacrifiables machin et tout. Charlotte ça l'a fait un petit peu craquer puisqu'elle est oppressée par un peu toutes ses émotions. Elle se barre, Daniel et la fille de la sénatrice la défendent. D'ailleurs la fille de la sénatrice la défend vraiment beaucoup, donc encore une fois moi ça me confirme, enfin en tout cas ça me donne des indices comme quoi j'ai l'impression que cette meuf là, la meuf de la fille de la sénatrice, elle en craque un petit peu pour Charlotte et qu'il va probablement se passer des bails entre elles. Ce qui permettrait encore une fois d'avoir un moyen de tenir un petit peu Daniel par les coronesses à l'avenir si sa sœur est investie dans une relation avec la fille de la sénatrice. Et du coup le docteur va l'aider à se calmer à Charlotte. Il met un peu de guilt, de culpabilité à Hélène en mode ouais va t'excuser, t'es une connasse, t'aurais pas dû parler comme ça, mais en même temps je suis la seule à défendre Charlotte en vérité de ce que vous lui avez fait subir. Et Daniel doit du coup lui rappeler des trucs par rapport à leurs parents. Et c'est très mignon puisqu'après on verra qu'il va utiliser du romarin, puisque l'olfactothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une des thérapies les plus efficaces pour la mémoire parce que l'odorat est vraiment un sens extrêmement connecté à la mémoire et ça marche de dingue, hein, l'odeur du pain, la Madeleine de Proust, tout ça. Et l'odeur marche vraiment très bien et du coup ça va lui rappeler plus tard donc des souvenirs par rapport au repas du dimanche, quand leur mère faisait un poulet rôti au romarin et du coup elle va se rappeler de sa mère. La séquence est très émouvante, Charlotte a enfin des souvenirs qui reviennent et on voit le lien réellement se recréer entre Daniel et Charlotte parce qu'ils partagent des souvenirs communs, parce que c'est ça une famille, c'est partager des souvenirs communs, c'est pas juste de l'ADN. Et alors qu'avant elle ne faisait que lui expliquer sa vie, là elle commence réellement à se la réapproprier par l'émotionnel et ça je trouve ça plutôt cool, plutôt très intéressant. Et donc ensuite on rentre dans le vif du sujet puisqu'on a Hélène qui interroge Tencent sur la viabilité du projet. Lui, il a « Oui, mais moi, je suis trillionnaire, vous vous rendez pas compte, je paye mes employés des millions pour qu'ils fassent ça, je dilapide ma fortune et tout. » Elle, du coup, elle le confronte aux autres usages qu'il pourrait faire de son argent, des usages plus concrets, en tout cas moins hypothétiques, à savoir sauver, aider, mettre fin à la faim dans le monde, mettre fin à la guerre, à la pauvreté, à la pollution, à tout ce genre de choses. Et lui, il dit « Oui, je pourrais faire ça, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas mon délire, moi j'aime faire mes silos parce que j'ai un projet et je trouve qu'il est justement trop investi dans ce projet pour que ce soit juste un pari. » Et un mec comme ça qui a autant le sens du contrôle, de manipuler les gens comme des pions juste avec son argent, il va pas dépenser 1 trillion ou je sais pas combien il va dépenser de thunes pour construire ses silos et après se dire j'attends, peut-être qu'il ne va rien se passer et que du coup j'aurais fait tout ça pour rien. Clairement, ça ne peut pas être dans sa personnalité, ou alors c'est un des personnages les moins bien écrits de la série. Un mec qui fait tout ça, à la fin, il aura envie de jouer avec son jouet, justement, de s'amuser avec son truc, de tester ses théories. En plus, voilà, il y a cette histoire de drogue de la mémoire, il y a ces histoires de manipulation avec le pacte, qui a écrit le pacte justement pour manipuler tout le monde. Probablement que ça, c'est des informations qu'on aura au fur et à mesure, peut-être dans la prochaine saison, de qui a écrit le pacte ou quoi, mais voilà, pour moi, après avoir dépensé autant de thunes, après avoir mis en place un aussi gros projet, il aura qu'une envie, c'est d'appuyer sur un bouton et de faire tout péter
pour enfermer les gens dans son silo et se dire ah mon projet au final il a servi à quelque chose et maintenant je vais pouvoir me la jouer grand roi des silos, grand fondateur de l'humanité, de la nouvelle humanité, se la jouer justement ingénierie sociale, voire génétique, voire que sais-je. Enfin voilà, pour moi il va pas juste attendre, c'est pas possible, ou alors c'est que vraiment la coïncidence sera parfaite et qu'il va se passer une dinguerie avant même qu'ils aient terminé et qu'il ait le temps de lui-même mettre en place un plan de bâtard pour manipuler justement les gens qui seront enfermés dans les silos. Mais voilà, c'est un peu chelou. Ou alors il est vraiment juste cinglé et il est prêt à dilapider son argent pour rien, pour une hypothèse. Et du coup, de l'autre côté, on a la sénatrice qui leur propose à tous les deux, Daniel et Hélène, de rejoindre le projet. Il propose notamment à Hélène de bosser pour le Times de Atlanta parce qu'ils doivent rester, si en gros ils acceptent, ils sont obligés de rester à moins de 30 minutes du silo. Justement, si jamais il y a une dinguerie qui se passe et qu'il faut vite rejoindre les silos pour se protéger, et que du coup, Hélène aura l'exclusivité de révéler les informations par rapport au silo le jour où ça leakera pour contrôler encore une fois le narratif. Évidemment, la proposition est hyper intéressante, mais elle refuse. Comme elle le dit, je préfère mourir avec le reste du monde et me transformer en grégou, donc en bouillie grise, avec tout le monde de l'humanité plutôt que vivre sous terre comme un Morlock, donc petite référence sympa. Et de l'autre côté, on a par contre Charlotte qui va accepter parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de pilotes. Alors bizarrement, moi direct, je dis pilote de quoi? Pilote de drone? Pour tuer des gens? Vous avez envie de tuer des gens avec des drones et que ce sera Charlotte qui va piloter les drones? Donc voilà, je sais pas. Après, si c'est des drones télécommandés comme ça, ils ont peut-être pas besoin de pilotes. Et peut-être que c'est tout simplement par rapport aux hélicoptères, comme on a vu là, pour faire des allers-retours et tout. Mais c'est clairement juste pour la garder dans leur sillage, parce que voilà, en vrai, des pilotes, tu peux en engager par dizaines, même si c'est une très bonne pilote, apparemment. Mais c'est vrai que pour le coup, l'idée du drone m'a direct fait tilter en mode ouais, mais le seul truc qu'on voit voler à l'époque du silo, c'est des drones, donc est-ce que c'est à ça qu'elle va servir, peut-être à former les mecs qui vont piloter les drones dans le futur, au fil des générations, et qui vont fumer des gens qui sortent des silos, que sais-je. Et Daniel, lui, du coup, pourrait devenir l'ingénieur du projet, il aurait ses 50 foreuses et il pourrait gérer le truc et tout, machin, ok. Sauf que donc, avant de prendre sa décision, il veut discuter un peu avec sa sœur, donc l'histoire de l'odeur du poulet, machin, tout ça. Et quand Hélène s'en va, finalement, on voit que Daniel la suit. Il lui dit que voilà, il veut devenir de la boue grise avec elle, donc clairement, il y a un attachement et tout, donc il a refusé, malgré le fait que sa sœur ait accepté, et elle lui roule une pelle, donc voilà, c'est mignon, mais clairement, c'est pas terminé. Clairement, c'est pas parce qu'ils ont refusé à cet instant T qu'ils vont encore refuser. Est-ce que c'est encore une fois un moyen de retarder le truc pour que ça dure jusqu'à la fin de la saison, le fait qu'ils aient pas officiellement rejoint le projet? Possiblement, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup faire traîner cette histoire, ou alors qu'il y a réellement une raison et qu'il y a quelque chose qui va finir par les convaincre, qui sera indéniable, justement une véritable menace ou quoi, et que finalement ils vont changer d'avis, machin. Mais encore une fois, il serait quand même un peu temps d'avancer par rapport à cette intrigue. On veut voir où ça va, donc là il reste que 2 épisodes. Est-ce qu'on va vraiment avoir des informations pendant cette saison? Est-ce qu'ils vont accélérer le rythme et qu'on aura peut-être justement le prochain, l'épisode 8, 9, 10, je sais plus. Je sais même plus à quel épisode on était là, on était au 8, donc du coup je me suis trompé, je crois au début de la vidéo on était épisode 8. Et du coup est-ce que l'épisode 9 ou l'épisode 10 sera 100% concentré sur eux et que enfin les choses vont réellement avancer? Bref, voilà, encore un peu frustré à ce niveau-là, même si là pour le coup on a eu beaucoup d'informations qui laissent entendre beaucoup de théories comme j'ai pu vous dire dans cet épisode. Donc voilà, bref, encore une fois dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de où on va arriver là avec les 2 épisodes seulement qui restent. N'hésitez pas à aller voir le live aussi d'hier, même si on a abordé pas mal de ces sujets, mais on n'avait pas encore les informations qu'on a eu là aujourd'hui, même si ça peut faire un petit peu doublon. Et puis évidemment le petit like, encore une fois l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout le partage, le boost, c'est vraiment hyper important, donc vraiment merci d'avance. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.